propose la dernière partie de ma revue de collection. J'avais déjà fait 3 vidéos sur la chaîne. J'avais fait une vidéo à propos des montres Casio, une vidéo sur les montres modernes que j'avais en collection et une dernière vidéo sur les vintage japonaises. Donc aujourd'hui, je vous propose la dernière partie. C'est probablement la plus grosse. Ici, c'est des montres vintage principalement suisses, principalement avec des valeurs qui ne sont pas très élevées, même s'il y a quelques modèles un peu plus prestigieux, avec un peu plus d'allure, hein, des marques un peu plus prestigieuses. Donc je vais les présenter sans ordre précis. Et quand j'ai des anecdotes à propos des modèles, je vais les partager avec vous. Et donc j'y vais sans aucun ordre précis et attaquons tout de suite ici avec cette BWC. Donc une marque qui a disparu avec la crise du quartz. Ici c'est un modèle qui est en acier chromé et que j'aimais beaucoup de par la lunette ici qui est assez patinée hein, avec le temps ici, et puis aussi ces index au tritium que je trouvais très, très beau. Ici c'est des montres qui sont en acier chromé au niveau de la boîte, donc rien de très prestigieux. À l'intérieur on a des mouvements état. Donc voilà, acheté purement pour des raisons esthétiques. Je vais continuer avec, je crois que j'ai une autre BWC ici, qui a vraiment rien de particulier hein, pour le coup. Ici, ce qui m'a attiré sur cette montre, c'est qu'elle a un effet soleillé sur le cadran qui est circulaire, et c'est quelque chose qui est assez rare. Mais alors, sinon, là, on voit que c'est vraiment une montre relativement banale en termes de design, et aussi équipée avec un mouvement état. Passons à la suite. Ici, un modèle de la marque Glycine, donc marque qui est encore existante, qui a été rachetée par Invicta récemment et qui est surtout connue pour son modèle Airman, hein, qui était une sorte de montre GMT avant les GMT. Et donc ici un modèle classique avec un design par contre très très rétro, avec cette portion un peu ovale là autour du verre et cette boîte très représentative des années 70. Ici aussi à l'intérieur un mouvement état. C'est des mouvements que j'aime bien, hein, j'ai du plaisir à travailler là-dessus. On trouve beaucoup de pièces encore d'occasion quand c'est nécessaire, et c'est des mouvements qui sont agréables sur lesquels travailler, et une fois qu'on les a un peu refaits, on arrive à des très bonnes valeurs en général quand on les mesure sur le time grapher. Ici j'ai une montre avec un système de pin lever, et donc ça c'est une montre avec ces fameux affichages qu'on avait dans les années 70, des mouvements vraiment très très cheap. Ici parfois des mouvements qui ont carrément un seul rubis ou pas du tout de rubis, et ce système de jump power très particulier qui a un certain charme, hein. Donc ici, ça c'est vraiment un modèle très très cheap. Cette marque Lucerne, qui était vraiment une marque très très bon marché, qui était établie aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je crois que j'ai une seconde montre ici, qui est aussi avec une jump power, mais avec un mouvement un petit peu plus prestigieux ici. Puis on voit qu'on a une complication date à midi. Alors un design qui sera pas pour tout le monde, hein. Ici avec ce cadran avec ce dégradé gris, et cette date et cette forme un peu ovale de la vitre ici. Voilà. Mais ici c'est un mouvement qui est quand même un peu plus qualitatif, avec pas mal de rubis à l'intérieur, et je l'avais démonté d'ailleurs pour faire un service, et c'est assez particulier. Ici on a des roues pour faire ces affichages de jump power, et c'est assez particulier quoi. Ok. Ici, passons à la suite. Là, ici, j'ai 2 montres russes. Ça, c'est une Zim que j'ai acheté purement pour des raisons esthétiques. Un petit mouvement mécanique tout simple dedans. J'ai jamais fait le service dessus. Il faudra peut-être que je m'y attaque une fois. C'est aussi une boîte en acier chromé, donc rien de grande qualité ici. Autre montre russe ici. C'est une Raketa ici, avec cette lunette tournante qui permet de connaître les heures dans différentes villes. Je trouvais que ça avait pas mal de charme avec cette écriture en cyrillique ici. Et donc voilà, ça c'est un modèle que j'ai acheté aussi purement pour des raisons esthétiques, assez particulière avec avec cette boîte sans corne, et également une boîte en acier chromé. Donc quelque chose que, si on veut acheter ce genre de montre, hein, que ce soit la Zim ou la Raketa, ou même ces Jump Power de ce style avec des mouvements pin lever, il faut pas mettre plus d'une cinquantaine d'euros à mon avis, hein, si elle est en bon état. Ça vaut pas plus que ça, à mon humble avis. Continuons ici avec une marque qui est encore présente aujourd'hui. J'ai 2 petites Alpina. Ici, on a des très beaux mouvements à l'intérieur, hein. Je crois que c'est le 598. Un mouvement mécanique de très belle facture qui a été conçu dans les années 30 ou 40. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ces mouvements.
On peut trouver des modèles pas chers du tout. Et ça vaut la peine, hein. Si on veut un petit peu s'entraîner sur des mouvements pour faire des services soi-même, je pense que c'est une bonne base. Si on en trouve des pas trop chers, ça vaut la peine. Et ici, par exemple, celle-ci, je l'ai eu dans un stock de mouvements. J'avais acheté un stock de mouvements pour me faire la main, en fait, et cette montre était dedans. Et j'ai réussi à racheter la pièce qui était cassée à l'intérieur en trouvant une montre qui m'a fait donneur d'organes. Et j'ai réussi à la remettre en état. Et donc j'étais très satisfait de ce modèle-là. Et ça, c'est un modèle carré que j'ai acheté aussi pour des raisons esthétiques. Et j'avais aussi envie de faire le mouvement parce que je savais aussi que c'était un mouvement sur lequel on a pas mal de plaisir à travailler. Autre montre avec un design particulier des années 70. Ici, c'est une Mir Prima. Mouvement également état à l'intérieur. Rien de particulier à signaler ici, si ce n'est son esthétique très particulière qui m'a attiré. Je pense que j'ai dû payer ça à une trentaine de francs suisses. Donc rien d'extraordinaire. Et donc là, j'ai fait un service complet là-dessus. Sur ces montres, il y a peut-être la moitié sur laquelle j'ai fait des services et l'autre moitié, j'ai encore rien fait. J'espère qu'un jour, j'arriverai à avoir fait le tour de toute la collection et faire des services sur toutes ces montres. Ici, une Timex. Alors là, des montres américaines avec un coût de fabrication très très bas. Les mouvements à l'intérieur sont vraiment aussi très très industriels pour l'époque et avec pas une très grande valeur. On appelait ça souvent des $1 watches, dans le sens où c'était vendu dans des commerces, des supermarchés pour des valeurs très très basses. C'est souvent des mouvements qui sont riftés, donc il n'y a rien qui est vissé à l'intérieur et on ne peut pas forcément les démonter. Donc ça, c'est un mouvement qui est indémontable. Boîte ici aussi en acier chromé. J'aimais beaucoup ce cadran ici qui est bombé. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument pas mettre plus qu'une trentaine d'euros là-dedans, hein. Si on en trouve une en bon état, je pense que ça vaut pas plus que ça. Passons ici à des montres qui sont aussi intéressantes, hein. Ici, on a deux hybrides qui sont c'est des hybrides je dirais que c'est entre la montre électronique et la montre mécanique, c'est-à-dire que ici, on a un mouvement Dynotron, c'est un mouvement suisse, et ici, on a une Cosmotron, qui est donc une Citizen. Ici, c'est une Edox, et c'est des mouvements qui sont principalement mécaniques, mais ici, on va trouver par contre le balancier qui va être régulé par un transistor. Et donc il y a une partie électronique avec une pile qui alimente tout ça. Donc le mouvement du transistor et sa régulation est faite d'une manière électronique. Et là, on est un peu à la jonction entre le quartz et la montre mécanique. Je pense que c'est des montres qui doivent dater des années 70. Et c'était assez intéressant de voir, il y a eu quelques technologies hybrides, donc ces montres, on va dire, électromécaniques. Et j'ai aussi une ou deux Omega avec des mouvements à diapason, hein. Donc là, on est dans l'électronique pure, mais qui n'est pas régulée par quartz. Je vais essayer de vous les trouver. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai une seconde. Donc des Omega régulés par diapason. Donc c'est des diapasons qui donnent une fréquence de 300 Hz. Donc par rapport à un quartz qui a un peu plus de 30 kHz, si je ne dis pas de bêtises, on a quand même cette fréquence de 300 Hz qui permet de réguler le mouvement. Et on peut voir aussi quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une espèce de bourdonnement dans le mouvement, de par sa mécanique et par la fréquence de ce diapason à 300 Hz. Et ce qui est aussi assez frappant, c'est ce déplacement de l'aiguille qui pourrait faire penser à un mouvement spring drive de chez Seiko, par exemple, de chez Grande Seiko. Le mouvement de l'aiguille ici est vraiment absolument linéaire, hein. On voit absolument aucun tic parce que le mouvement bat à 300 Hz. Donc, je crois que j'en ai encore une de ces Omega à diapason. Donc, ça s'appelait Tuning Fork Watches. La ligne, c'est la ligne F300 de chez Omega. Ça, c'est le plus beau modèle que j'ai acheté, un modèle qui est dans une condition incroyable, que j'ai dû payer environ 200 euros. Donc ça prend du temps à trouver une montre de ce type-là à un prix raisonnable, parce que beaucoup de gens les vendent sur les sites d'enchères à des prix complètement exagérés. Mais de nouveau, hein, ici, alors, il y en a peut-être qui sont en moins bon état, que j'ai payé plus cher, mais aux alentours de 200 euros, et puis essayer de la trouver dans la meilleure des conditions possibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces mouvements, ils sont pas sans risque, parce que c'est pas toujours facile de faire un service dessus. Moi, je suis par exemple pas capable de faire un service sur ces montres-là. Donc, j'en ai envoyé une à un spécialiste, les deux autres pas encore, mais ça risque de venir. Et il y a deux, trois points faibles, hein, sur ces mouvements de F300, comme par exemple les roues avec les jours du mois qui sont en plastique.
et qui peuvent être changés d'ailleurs par des modèles en acier de nos jours. Ensuite ici j'ai encore deux montres japonaises, le reste après ça sera globalement tout du suisse. Deux montres japonaises que j'ai achetées entre temps depuis la dernière fois où je vous ai présenté ma collection de vintage japonaise. Donc ici on a deux Seiko Skyliner que j'ai acheté pour des raisons purement esthétiques et aussi pour leur mouvement parce que c'est des mouvements Seiko ici qui sont, je dirais, beaucoup plus ressemblants à ce qu'on faisait en Suisse dans les années 50, 40, 50, avec des mouvements mécaniques, donc pas de mouvements automatiques, pas de complications date et des mouvements mécaniques vraiment très très traditionnels par rapport à ce qu'a pu faire Seiko par la suite dans les années 60, 70, où ils avaient énormément de mouvements qui sortaient régulièrement, des nouveautés, et il y a eu une quantité de mouvements différents qui était assez impressionnante chez Seiko à cette période. Continuons ici avec, par exemple, celle-ci. Ça, c'est une montre que j'ai payée, je pense, 25 € maximum. Une montre de la marque ETA. Donc, j'ai pas vraiment trouvé l'origine de cette montre, mais il se pourrait que ce soit des montres de démonstration pour ETA qui mettaient ces mouvements à l'intérieur et qui avaient besoin de montres pour faire la démonstration de leurs mouvements. La marque ETA en elle-même n'est pas vraiment établie, hein, mais parfois on tombe sur ces modèles et ici j'ai refait la boîte, j'ai refait le mouvement, j'ai racheté un pont qui était un peu abîmé, enfin voilà, là j'ai fait un service vraiment complet là-dessus et c'était une montre à 25 € qui était dans un état assez déplorable et je suis plutôt satisfait là ici du résultat. Ensuite, encore une montre équipée d'un mouvement ETA. Ici, c'était Olma avec ce bracelet intégré ici de type milanais et cette boîte dont j'aimais bien la forme, hein, c'est quelque chose d'original. J'ai tellement eu de petites montres que j'essaie d'acheter aujourd'hui quand je tombe sur une petite montre vintage pas trop chère, j'essaie d'acheter un design original qui n'est pas déjà présent dans ma collection. Donc c'est comme ça que cette montre a fini dans ma collection avec ce cadran assez intéressant là, avec ses reflets assez particuliers, ses bandes verticales, et ce joli bracelet ici, qui rappelle un peu certaines Mido, mais le bracelet est plus épais ici, et du coup, il n'est pas abîmé. Souvent sur ces Mido, ça plie un petit peu ici, il y a souvent des marques sur les bracelets qui ont été tordus avec le temps, et ici on a un bracelet plus épais, et du coup il est dans un état assez incroyable. Donc voilà, ici on a un état 28-24 de première génération, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, ici, j'ai deux montres avec des mouvements vraiment bon marché. C'est des Suiza, hein, donc une marque qui a disparu depuis bien longtemps. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'esthétique de ces montres. Il se trouve que les mouvements à l'intérieur sont vraiment d'une qualité assez faible. C'est du Swiss made, mais vraiment la qualité au plus bas. Et j'ai eu beaucoup de mal à retaper ces deux montres parce qu'il m'a fallu un troisième mouvement d'honneur et on en trouve très rarement de ces montres. Donc j'ai patienté pas mal de temps pour pouvoir trouver aussi un donneur d'organes. Et avec le donneur, j'ai réussi à refaire les deux. Celle-ci tourne très bien. Celle-ci, elle est à plus ou moins 1 à 2 minutes par jour. Et suivant les positions, elle fonctionne pas très bien. Il doit y avoir quelque chose d'abîmé au niveau des rubis ou des pivots. Et malheureusement, j'ai pas les moyens de faire mieux que ça avec ma connaissance actuelle. Continuons ici avec cette petite Rodania, encore une marque qui a disparu probablement avec la crise du quartz. J'aime bien ces boîtes carrées ici. Joli cadran, j'aime les index aussi horizontaux, la date à 6 heures pour avoir une belle symétrie. Donc voilà, là aussi j'ai fait un service complet sur cette montre. Et c'est des petites tailles, hein, mais avec les montres carrées, ça se porte toujours assez bien, même si les tailles sont assez petites. On doit être entre 30 et 32 mm. Mais avec cette forme, ça pose pas trop de problèmes au porter, en tout cas en ce qui me concerne, ça me gêne pas. Ici, une montre Alexon avec un mouvement AS à l'intérieur. AS qui est donc une montre de mouvement, une marque de mouvement qui a été rachetée à l'époque de la concentration de l'industrie suisse pendant la crise du quartz, hein, qui a été rachetée par ce qui est devenu le Swatch Group par la suite. Et donc ici, une boîte en acier chromé, ici, donc bon marché aussi. J'aimais beaucoup l'esthétique, pas de cornes, gros bracelet ici. Et voilà, je l'ai acheté purement pour des raisons esthétiques. Je me souviens bien, j'ai payé ça une cinquantaine d'euros sur eBay. Passons ensuite ici à cette Génie. Donc Génie qui était connue pour ses montres de plongée, hein. Ici, c'est une Caribbean 100.
Alors, la série Caribbean, avec ses particularités très orientées, plongée, et avec des mécanismes, avec un verre, et il y a une couronne qui est vissée par-dessus pour faire l'étanchéité. Elles ont des particularités qui sont très intéressantes, et qui faisaient qu'à l'époque, c'était des montres qui allaient très profond en plongée. Alors, je vous avouerai que celle-ci, je ne l'ai pas démontée. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle s'ouvre, parce qu'au dos, on a une boîte monobloc, et je ne sais pas du tout si, malgré son appellation Caribbean 100, elle reprend les principes des Caribbean qui étaient... je crois qu'il y a le Caribbean 500, la Caribbean 1000, donc il faut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur avec ces montres. Et je ne suis pas sûr que celle-ci respecte aussi les mêmes spécifications que les Caribbean, qui étaient les réelles montres de plongée. Voilà, donc ici, elle était vraiment dans un état magnifique, celle-là, et je trouvais l'esthétique très originale. Donc voilà, je pense que j'ai dû payer ça un peu plus cher, hein. En tout cas dans les 100 euros. Mais voilà, elle est presque en état neuf, et j'aimais beaucoup l'esthétique, c'est avec ce cadran bleu ici. Il y a aussi ici une loupe sur la date. Je ne suis pas forcément fan de ça, mais voilà, ça ne m'a pas empêché d'acheter cette montre. Passons à la suite, ici encore avec un ou deux modèles de marques qui sont complètement disparus. Ici on a une Allen, alors strictement rien à dire là-dessus. Je suis plus sûr de ce qu'il y a comme mouvement. 17 rubis, c'est probablement pas un état, peut-être que c'en est un. Et ici, Repco Watch, équipé d'un mouvement AS. Les deux en acier inox. Celle-là, j'ai dû la payer peut-être 30 euros. Et celle-là, un peu plus chère, 50, 60 euros. J'aimais bien aussi la patine ici, la patine de tritium qui est très régulière, avec cette couleur crème. Et ici, je trouve qu'on a un bel équilibre sur ce cadran. Bel équilibre avec ces 3, 9, 12, la petite seconde à 6 heures. Donc j'aimais beaucoup l'esthétique, et pour une trentaine d'euros, voilà, hein, on met un bracelet à 30 euros, c'est le prix de la montre, hein. On double le prix de la montre, et voilà, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup en termes d'esthétique. Ici, encore une marque disparue, mais qui est un petit peu plus connue, avec cette Lanco. Pareil, hein, uniquement acheté pour des raisons esthétiques. Là aussi, j'ai eu pas mal de travail dessus. Elle fonctionnait pas bien. Je me souviens plus ce qu'il y a comme mouvement à l'intérieur, mais, je sais que celle-là, elle m'a coûté du temps. Elle avait un problème aussi avec son pignon central qui était pas suffisamment, la friction n'était pas assez forte. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur la chaîne, où on voit que l'aiguille des minutes bouge quand on met des petits coups sur la montre. Et ouais, celle-là, elle m'a donné pas mal de fil à retordre. Passons un petit peu ici sur la boîte où j'ai les montres de marque un peu plus. Je vais commencer par cette Tissot PR516, un modèle courant, hein, qu'on retrouve encore beaucoup. Je dirais que la difficulté avec ces PR516, c'est d'en trouver une qui n'est pas trop molestée au niveau de la boîte, au niveau du cadran aussi. Les cadrans n'ont pas forcément bien vieilli. On voit que celle-ci, elle est dans un bel état, tant au niveau de la boîte que du cadran. J'en ai acheté deux pour en faire une. Et j'ai fait le service sur le mouvement, je crois que c'est un mouvement 784 de chez Tissot, et c'est pas un mouvement sur lequel j'ai eu du plaisir à travailler. Je l'ai trouvé difficile, et c'est déjà la période où on avait beaucoup réduit les coûts. Et voilà, c'est pas un mouvement sur lequel j'ai eu du plaisir à travailler, pour sûr, hein. Ici, on va passer sur quelques modèles un petit peu plus prestigieux, dont 7 Omega des années 40. Ici, c'est un mouvement 30T2 qui a servi de base à tous les mouvements qu'on trouve dans les années 50 et 60 chez Omega, qui était donc le mouvement 30T, si je ne dis pas de bêtises. C'est la base qui a servi pour toute la suite. Une montre ici avec ce design particulier des années 40, hein, cette grande petite seconde, ces aiguilles de type feuille, ce cadran ici avec ses numéros, cette bague ici, et cette couronne avec ce téton dessus, hors 18 carats. Donc ça, c'est une montre qui m'a coûté beaucoup plus cher, et à laquelle je tenais beaucoup, et qui à l'époque, je l'ai donné à faire à quelqu'un qui est connu sur la place, qui s'occupe de montres vintage sur la place de Genève, et qui m'a molesté le cadran. Là, je sais pas si on y voit, mais vers 10 heures, le cadran a été molesté. Après, j'ai eu plein de problèmes avec cet horloger. J'avais fait des photos avant, après, hein, pour prouver qu'ils avaient quelque part détruit le cadran de cette montre. Et voilà, hein, on sait que une grande partie de la valeur de ces montres vintage, c'est la condition, hein. Donc,
Là, j'ai eu une très très mauvaise expérience et je crois que j'avais payé dans les 500 francs suisses pour faire un service sur un mouvement 3 aiguilles, ce qui est complètement exagéré si on pense que on donne ça à un horloger qui va dégrader le cadran. Après, si c'est fait dans les règles de l'art chez Omega, je peux comprendre qu'on paye ce prix-là. Mais là, je me suis vraiment senti trompé et j'ai jamais avalé ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sentirais prêt à faire un service sur cette montre. Regardez cette magnifique aiguille des secondes bleuie ici. Donc ça, c'est un modèle de 45 ou de 46. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les Omega, il y a un numéro de série sur le mouvement et qu'en fonction de ce numéro de série, on peut chercher sur Internet et on peut savoir quelle est l'année, à peu près, quelle est l'année de production du modèle. Ici, un autre modèle intéressant, c'est une CIMA avec un mouvement particulier. Hein. C'est un mouvement qui est basé sur un AS, mais qui a été transformé par la marque CIMA. Et alors là, on est aussi dans une montre qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. J'aime beaucoup l'esthétique. Hein. Elle est fine. Elle a aussi cette petite bague autour, là, avec ses index pour les minutes. Et donc j'ai acheté cette montre comme entre guillemets projet de restauration. Donc je l'ai payé peut-être une quarantaine de francs suisses et donc elle était en pièces détachées. Euh, Quelqu'un avait mis les mains dedans et ce quelqu'un était pas horloger, il était même pas horloger amateur comme moi, hein, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait vraiment fait du travail vraiment de très très mauvaise facture. Et elle était vendue comme complète, mais il manquait des vis. Et après, j'ai cassé un pont en essayant de la refaire. J'ai dû sourcer un pont sur eBay. Ensuite, j'ai racheté un barillet, un ressort de barillet. Donc, énormément de travail sur cette montre. Et à la fin, je pense qu'elle m'a coûté un prix que j'oserais même pas avouer ici, sans parler des heures de travail. Et il y avait tout un pulse pour essayer de comprendre comment remonter la montre, étant donné que les pièces étaient détachées. Et avec l'expérience que j'ai, c'était pas évident de retrouver l'ordre de remontage. Et voilà. Donc, c'est un bon exercice intellectuel, mais par contre, ça m'a fait mal au porte-monnaie et ça m'a pris beaucoup de temps par rapport à ce que c'est. Hein. Ici, autre montre d'une marque intéressante avec cette Zenith Respirator. Ici, un modèle AFP. Donc, ça, c'est un modèle un peu luxe de cette série. Hein, Respirator Luxe, d'ailleurs, c'est écrit ici. Avec un mouvement qui tourne à 36 000 vibrations par heure. Je crois que c'est un mouvement d'origine Movado. Mais voilà, ça, c'est une montre avec ce cadran à 4 facettes, là. Et on voit que donc on a cette facette ici et cette facette-là qui ont des brossages horizontaux et les deux autres ont des brossages verticaux. Et il existe aussi un mouvement, un cadran avec argenté que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai jamais trouvé. Et un jour, je suis tombé sur celle-ci qui était dans un état assez proche du neuf, hein, même si le mouvement mériterait un service. Elle était noire, donc je l'ai quand même achetée. Mais voilà, un design qui me plaît beaucoup. Montre carrée, elle a quand même une certaine taille, elle a une belle présence au poignet. Et voilà, c'est quand même une Zénith, hein, donc une marque qui a quand même un certain prestige. À propos de Zénith, voilà, je pense que ça c'est un peu le pinacle de ma collection vintage. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est majoritairement composée de petites montres sur lesquelles je me suis fait plaisir à travailler, mais j'ai quand même deux trois modèles un peu plus haut de gamme, on va dire. Et ici c'est une El Primero, donc des années 70. La série originale d'El Primero avant que la société Zénith soit rachetée par la société Zénith USA, hein, donc la société qui fabriquait des téléviseurs et qui a racheté Zenith dans les années 70 et qui par la suite a forcé la marque à cesser les mouvements mécaniques, dont le fameux El Primero. Et ici, on a donc un modèle, je crois que c'est 73, si je ne dis pas de bêtises, un des modèles originaux de la El Primero, qu'on trouve pour pas très cher hein, encore aujourd'hui, aux alentours de 2000 €, on peut trouver ce modèle dans une condition acceptable. Et voilà, elle est pas très grande en taille, hein, je crois que c'est du 36 mm, ce qui était les tailles de l'époque. Mais voilà, un mouvement historique. Hein, je crois que c'est la référence 400 à l'intérieur et c'est vraiment un mouvement de toute beauté, et même le mouvement de l'époque. Et aujourd'hui, on le voit régulé correctement. Il tourne à une seconde, plus ou moins une seconde par jour. 36 000 vibrations par heure, c'est vraiment un des plus beaux mouvements de chrono qu'on peut avoir, surtout dans cette gamme de prix, à mon avis. Continuons ici avec cette Hamilton que j'ai acheté pour des raisons purement esthétiques. Ça, c'est aussi une montre sur laquelle j'aimerais faire un service.
Elle est très originale, hein, on peut regarder la boîte. J'aime beaucoup ces index courbés ici. Euh, donc, quelque chose de très très original, avec cette date aussi verticale ici. La date est en allemand ici, hein, c'est une curiosité. En Suisse, on peut parfois trouver des montres avec des dates françaises, des dates allemandes, étant donné que le marché est divisé, étant donné les différentes langues qu'on peut parler dans le pays. Donc voilà, quelque chose, ça je pense que j'avais payé quand même dans les 150 euros. Hein. Je m'étais battu sur les enchères pour l'obtenir. Voilà, j'aime beaucoup le cadran aussi, avec ce brossage vertical. Ensuite, passons à cette Omicron ici. Ça, c'est donc une marque qui était vendue dans les pays de l'Est à l'époque, équipée d'un mouvement Unitas. J'ai déjà fait une petite vidéo sur la chaîne à propos de cette montre. Voilà, donc là, rien de particulier à dire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver la vidéo sur mon channel. J'aimais beaucoup ce design de type militaire, hein, type Field Watch, même si ici, c'est pas du tout une Field Watch. Hein. C'est une montre bon marché avec une boîte en acier chromé, un mouvement qui est tout à fait honnête à l'intérieur. Et puis voilà, j'aimais beaucoup le layout, donc c'est ça qui m'a poussé à acheter cette montre. Ensuite, passons ici à cette Rotary que j'ai dû payer une trentaine d'euros à l'époque. Euh, Type quartier tank, hein, clairement. Elle est un peu plus carrée que les proportions de la tank classique. Très fine ici. Plaquée or avec ce petit cabochon qui est probablement en plastique ici. Hein. Et voilà, elle est dans un bel état. J'aime bien pour se porter ce genre de petite montre aussi. C'est vrai que les tailles aujourd'hui, ça fait un peu peur. Hein. Je pense qu'ici, on est peut-être à 29 mm, donc c'est quelque chose qui est très petit. Et pas tout le monde sera d'accord de porter des montres de cette taille-là aujourd'hui. Même si dans le carré, c'est un peu moins gênant. Hein. Ici, j'ai encore une Omega. Ici, une Omega de ville, qui est dans le même type de dimension que la Rotary. Quartz, plaqué or, donc aussi quelque chose qui n'est pas du tout tendance. Hein. Et ici, je pense que j'avais quand même payé ça dans les 150 euros. Mais voilà, on a quand même la qualité Omega, avec ce bracelet croco qui était en bon état, la boucle ici en or plaqué. Et voilà, j'aimais beaucoup la boîte de type TV ici. Et c'est ce qui m'a poussé à acheter cette montre avec ce cadran doré et la boîte en acier, en plaqué or. Donc. Ensuite, passons à un autre modèle sur lequel j'ai une anecdote intéressante. Ici, c'est un chronographe suisse, donc ces chronos qui étaient vendus aux touristes entre les années 40 et 70. Hein, quand vous veniez visiter la Suisse, c'était possible dans des magasins de souvenirs d'acheter ce type de montre, hein, qui était souvent équipé avec des mouvements Landron. Ici, c'est un Landron 48 à l'intérieur. Mais à l'époque, on pouvait aussi trouver des montres avec des mouvements Vénus ou encore des Valjoux. Et donc le but, c'était de faire des montres très bon marché sous forme de souvenir. Donc ici, c'est un plaquage or, je crois qu'il est très fin, une dizaine de microns. Le mouvement Landron 48. Alors ce qu'elle a d'original, c'est que celle-ci, c'est qu'elle a ce cadran un peu saumon qui est très sympa. Et donc j'ai acheté cette montre à l'époque, je dirais dans les 300 euros. Elle est dans un bel état. Ça peut paraître cher comme prix, mais elle était dans un bel état. Et je pense que je l'ai portée quelques fois. Et le ressort de barillet a cassé. Et puis voilà, j'étais à un stade de mon apprentissage de l'horlogerie où je ne me sentais pas du tout capable de démonter un chronographe. Et donc cette montre est restée dans un tiroir pendant, je pense, 5 ans. Et là, pendant les fêtes de Noël, je me suis senti prêt à démonter cette montre après avoir fait des dizaines de mouvements 3 aiguilles. Et j'ai trouvé des vidéos sur YouTube aussi où on trouve des gens qui font la démonstration d'un service complet sur un Landron 48. Donc je me suis beaucoup appuyé là-dessus. J'ai pris beaucoup de photos en le démontant. Et voilà, donc l'idée c'était de changer le ressort de barillet et puis de faire le nettoyage et huilage complet. Donc aujourd'hui, cette montre elle tourne et c'est une de mes plus belles satisfactions en tant que, entre guillemets, horloger amateur. Ensuite, on peut continuer avec cette petite Favre Lebas ici, cadran champagne, hein, que j'aime beaucoup. Rien de particulier à dire sur cette montre, si ce n'est que je l'ai acheté en Chine sur eBay, ce qui peut être surprenant. Hein. Le Favre Lebas, marque très ancienne suisse, hein, je crois qu'il date de 1800, 1700, 1800 quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui elle existe encore, mais elle a été rachetée par un consortium chinois, donc ça a vraiment plus rien à voir avec les Favre Lebas qui étaient produits en Suisse à l'époque. Ensuite, j'ai une dernière boîte ici qui est uniquement composée de montres à quartz. Euh, donc, je vais commencer avec celle-là, cette Mido, purement achetée pour des raisons esthétiques également. Il y a encore le bracelet d'origine hein, qui s'intègre très bien avec la boîte ici. On a aussi un cadran au tritium ici, qui avait une belle patine très régulière.
Donc voilà, c'est uniquement pour ces raisons-là que je l'ai acheté. C'est aussi des boîtes qui sont monoblocs ici. Quand on veut les démonter, on doit les démonter par le dessus. Donc je vous laisse imaginer, quand il faut changer la pile, il faut démonter la montre par-dessus, enlever la couronne. Ouais, c'est vraiment pas pratique du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup son esthétique. Ensuite, une de mes dernières acquisitions ici, une de mes dernières lubies, c'est de faire une collection de montres digitales Seiko Vintage. Donc j'ai commencé avec ce modèle-ci, qui est un modèle classique, sans complications particulières, date, chrono, il y a une alarme, euh, les choses classiques. Et ici, on a la World Time. Ça, c'est une des dernières versions de la World Time qui date des années 80. Euh, donc là, je suis pas mal à la recherche de petites vintage Seiko. Mais si vous vous lancez là-dedans, moi je vous conseille quand même de vous orienter vers les premières séries des années 70. Ici, on est déjà dans les années 80. Les composants électroniques sont de moins bonne qualité. Les bracelets ont aussi été bien dégradés par rapport à ce qui se faisait dans les années 70. Hein. Dans les années 70, on voyait encore le quartz comme quelque chose qui allait complètement détrôner les mouvements mécaniques et quelque chose de grande qualité. Donc, ils faisaient des très beaux bracelets. Les composants électroniques étaient de belle qualité. Et là, on voit déjà dans les années 80 sur cette World Time que ça a bien baissé. Et donc souvent les condensateurs fonctionnent plus, il y a pas mal de problèmes. Alors qu'ici sur ce modèle-là, que je trouve vraiment vraiment très représentatif de cette époque, hein, parce qu'on a cette grille et en dessous il y a un petit haut-parleur pour l'alarme. Et celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de charme. Ça, on peut trouver ça pour moins de 100 euros. On peut trouver ce genre de modèle. La difficulté, ça va être vraiment d'en trouver un qui est dans un bel état. Celle-ci, elle est dans un état assez exceptionnel et je pense que je l'avais payé entre 80 et 100 euros du fait de sa condition. Hein. C'est sûr que le produit en lui-même n'a probablement pas cette valeur. Hein. Ici, dans la même veine, j'ai ce modèle-ci qui est esthétiquement un peu moins réussi à mon avis. Par contre, un très beau bracelet ici, de nouveau, avec une très belle qualité, avec ses boucles qui sont réglables. Ça, c'est aussi quelque chose qui est agréable avec ces vieux bracelets. C'est que vous allez pouvoir toujours l'adapter à votre taille de poignet, même si vous avez un gros poignet. C'est ces boucles coulissantes ici. Et ça va vraiment aller sur tout poignet. Alors qu'avec des bracelets classiques, s'il a été mis à la taille, s'il a été mis à la bonne taille, puis que vous avez un poignet plus gros, ça sera cuit pour retrouver des maillons. Probablement, ça va être très compliqué. Et ces montres digitales, on en trouve pas mal à vendre sans le bracelet. Mais à mon avis, le bracelet est vraiment une part importante de l'achat. Il faut vraiment avoir le bracelet d'origine, parce que si on met des bracelets en cuir, même des bracelets acier, mais qui épousent pas vraiment bien la continuité de la boîte, ça va pas être très joli. Ici, un modèle que j'avais déjà présenté aussi sur la chaîne. Première montre calculatrice de chez Seiko, qui est donc sortie avant les calculatrices de chez Casio. Et donc quelque chose de très intéressant, c'est une 653 ici. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir pas mal de valeur. Hein. À savoir que si vous mettez le prix pour obtenir une montre comme ça, il faut absolument avoir ce magnifique bracelet qui va avec. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, j'ai pas il y avait un petit stylet qui allait avec pour aller au fond des boutons ici, pour faire les calculs. Et donc, le stylet, en général, on le trouve pas. Ou en tout cas, je l'ai pas trouvé. Ensuite, passons à cette Omega. Ici, ça, c'est l'Omega que j'ai reçu de mes parents pour mes 20 ans. Modèle à quartz. Bon, c'est dommage, hein, à l'époque, ils sortaient déjà les Omega James Bond, là, les Seamaster, qui étaient dans les mêmes prix hein, que celle-là. Et mes parents ont choisi de m'acheter une Constellation de 33 mm. Je la porte encore aujourd'hui avec plaisir, mais voilà, c'est du quartz. C'est très très daté hein, comme esthétique, avec les chiffres romains ici. Et voilà, bon, après je suis attaché à cette montre sentimentalement, donc je lui mets toujours des piles neuves. Elle a besoin d'un service parce qu'on sent qu'aujourd'hui les aiguilles ont beaucoup de mal à tourner, parce qu'elle n'a jamais eu de service. Hein, et donc mes 20 ans, je les ai eus en 94, donc je vous laisse imaginer, hein, elle n'a jamais eu de service, la pauvre. Je pense qu'il faudrait que je l'emmène un jour chez Omega, mais j'ai peur du tarif qu'ils vont me demander pour faire un simple service sur une montre à quartz. Ici, autre montre à quartz d'une marque obscure, Vega. Ici, un mouvement ESA à l'intérieur, donc qui appartenait aussi à ETA. Belle patine de tritium sur les aiguilles, sur les index aussi. Ici, on peut voir un espèce de guilloché en plastique. C'est sûr que c'est pas un vrai guilloché. Voilà, purement acheté pour des raisons esthétiques. Peut-être aussi une vingtaine, trentaine d'euros pour ce modèle.
Ensuite, celle-ci, je pense que je vous l'ai déjà présentée, je vous la remonte vite fait. Seiko, qui ressemble un peu à ces Omega qu'on trouvait aussi avec la boîte TV dans les années 70. Donc aussi purement pour des raisons esthétiques. Très bon bracelet aussi également ici. C'est l'avantage de ces quartz chez Seiko des années 70, souvent, c'est que les bracelets sont de très belle facture. Et on va finir ici avec trois modèles qui sont plus ou moins identiques, enfin qui sont carrément identiques à part leur esthétique. C'est des swatchs musical, donc des swatchs qui sont vraiment intéressantes. Je pense que je ferai une petite vidéo d'une minute ou deux prochainement sur un de ces modèles. Donc on peut absolument tout régler avec le seul bouton qu'on a sur le mouvement ici, et c'est des montres avec des alarmes. Donc ici, on peut activer l'alarme, désactiver l'alarme. Il y a tout un mécanisme pour régler l'alarme à la date qu'on veut. Et chacun de ces modèles ici a une mélodie différente. Donc c'est assez amusant, hein. C'est des montres des années 90 ici. J'aimais beaucoup celle-là, étant donné mon attachement au Japon, qui est en hommage aux Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo. Comme quoi les Suisses ne sont pas rancuniers, hein. Le Japon a failli détruire l'industrie horlogère suisse. Mais la Suisse rend encore hommage au Japon, donc c'est assez amusant, c'est un peu cocasse. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma collection vintage or japonaise, hormis les une ou deux japonaises que je vous ai présentées rapidement, étant donné que je les avais achetées depuis ma dernière vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!